Bienvenue dans la rubrique invité de la matinale. Si vous venez justement de nous rejoindre, mesdames et messieurs, dans un monde où les équilibres environnementaux se fragilisent de jour en jour et où l'accès à l'eau potable demeure un enjeu vital pour des millions de personnes, une question centrale se pose: comment bâtir des communautés véritablement résilientes face justement aux défis du changement climatique, de l'assainissement et du développement durable. Pour en parler ce matin, nous recevons une jeune femme engagée, une voix forte justement de la jeunesse africaine. Elle est ambassadrice de l'environnement, éco-activiste et militante du climat. C'est bien sûr Madame Messifa, j'espère, Daoussou. Bonjour et bienvenue sur notre plateau de la matinale. Bonjour Madame Irène, merci vraiment pour l'invitation. Bien, c'est un plaisir, merci d'avoir accepté notre invitation. Au plaisir. Alors avant justement d'entrer dans le vif du sujet, dans le fond du dossier précisément, permettez-moi de rappeler l'étendue bien évidemment de vos engagements. Vous êtes ambassadrice de l'environnement, comme je le disais, activiste du climat, militante du climat, éco-activiste, et vous intervenez régulièrement aussi bien au Togo, au Bénin, et où vous résidez en grande partie, si on peut le dire ainsi. Au Bénin, justement. Au Bénin. Yeah. Alors avec toutes ces responsabilités et cette mobilité justement en sous-régional, une question s'impose très, très naturellement. Comment est-ce que vous parvenez à concilier ces différentes casquettes et à maintenir une présence forte sur le terrain tout en continuant justement à vous démarquer sur les questions environnementales, en tant que jeune femme d'ailleurs? Merci Madame Irène. Il faut dire que j'arrive à concilier ces trois rôles justement parce qu'ils se complètent. D'accord. Et quand nous prenons ma formation dans le domaine de l'environnement, de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, cela m'apporte une rigueur technique et ça me permet de comprendre profondément les enjeux climatiques autant pour moi et les enjeux environnementaux. Non seulement ça, le terrain manque déjà dans les réalités des communautés locales et aussi mon engagement en tant que citoyen, ambassadrice de l'environnement, me permet de transformer déjà ces constats-là en action et plaidoyer. C'est ce lien qui me permet de me démarquer, de rester visible et pertinente. Alors, comment est-ce que vous définissez en quelques mots l'essence de votre engagement pour l'eau, l'assainissement et le climat? Il faut dire que mon engagement n'est pas anodin. D'accord. Il se repose sur une conviction profonde. Absolument. Celle qui croit que l'accès à l'eau potable et à des conditions d'hygiène dignes est un droit humain fondamental et surtout un déterminant majeur de la santé publique. Alors aujourd'hui, nous remarquons que le changement climatique ou bien les crises climatiques viennent perturber la disponibilité et surtout la qualité de l'eau. La qualité de l'eau. Effectivement. Et non seulement ça, en accentuant soit les inondations, soit les sécheresses et même des risques sanitaires. Alors face à cette remarque, bien à cette réalité-là, je me suis dit tout de suite, tiens, je ne peux pas rester indifférente, Absolument. il faut que j'agisse. Donc on peut dire que c'est en quelque sorte le déclenchement de ce choix, c'est le départ du déclenchement de ce choix, ça. Effectivement. Et mon ambition n'est pas seulement de promouvoir un environnement sain, ou soit l'accès à l'eau potable, mais aussi de contribuer à la mise en place de solutions concrètes, des systèmes durables qui sont capables de résister à ces chocs climatiques-là, qui sont adaptés aussi à notre contexte local et qui permettent également d'améliorer la condition de vie des populations. Évidemment, je vais sauter très rapidement là-dessus. En matière de solutions, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Aujourd'hui, nous avons des infrastructures comme les toilettes qui sont vraiment traditionnelles. Absolument. Et quand il pleut, par exemple, on voit que ces toilettes-là débordent et même s'effondrent à la moindre pluie. Et donc aujourd'hui, il y a des techniques maintenant pour mettre en place des toilettes qui sont vraiment améliorées. Absolument. Et dans le cas, on va prendre les puits par exemple, qui sont peu profonds et exposés aux contaminations. Donc déjà, nous recommandons que les puits soient vraiment profonds et aussi couverts pour pouvoir être protégés contre la pollution. D'accord. Vous le disiez tantôt, mais de manière un peu plus concrète, quels sont selon vous les principaux défis auxquels les communautés, je dirais, béninoises font face aujourd'hui en matière d'eau potable et d'assainissement?
Il faut dire, bien avant de parler des défis, j'aimerais que nous reconnaissions d'abord ces problèmes notables en termes d'accès à l'eau potable et des infrastructures d'assainissement en ces dernières années. Toutefois, il reste encore des défis à relever. Exactement. Par exemple, quand nous prenons le secteur de l'eau, nous remarquons que l'accès à l'eau potable en milieu rural ou même en milieu urbain s'est beaucoup amélioré en ces dernières années. Mais il reste encore une partie de la population qui continue de dépendre des sources d'eau non protégées. Et là, je fais mention à ces pays qui ne sont même pas couverts à des rivières, marigots, lacs et tout. Et non seulement ces sources-là sont vraiment polluées et exposent cette population-là à des maladies hydriques. Ce sont des maladies qui sont liées à l'eau, telles que les choléra, diarrhée et plein d'autres maladies que nous connaissons. Maintenant, nous pouvons également parler sur le plan de l'assainissement. C'est beaucoup plus préoccupant parce qu'on est face à savoir qu'en 2025, il y a encore une partie de la population qui pratique toujours la défécation à l'air libre. Ah, exactement. C'est vraiment décevant. Est-ce que dans vos différentes actions, à travers vos descentes sur le terrain, vous avez remarqué ces cas-là de manière beaucoup plus pratique ou Oui, concrète? effectivement, beaucoup plus pratique parce que certains ménages ne disposent pas encore de toilettes vraiment améliorées et cela fragilise les communautés en les exposant aux risques sanitaires. Parce que quand on parle d'avancée en termes d'accès à l'eau potable, quand cela n'est pas accompagné d'un assainissement adéquat, c'est vraiment insuffisant. Absolument. Effectivement. Alors, en face de tous ces enjeux-là, lequel des enjeux justement semble les plus urgents selon vous? Il faut dire que parmi tout ce que j'ai eu à dire, les deux sont vraiment importants. Parce que accéder à une eau potable, ça garantit notre santé. Et également, accéder également à des infrastructures d'assainissement, c'est également pour notre santé et pouvoir répondre à cette vulnérabilité climatique dont nous subissons. Exactement, vous parlez de vulnérabilité en quelque sorte climatique et autres. Alors, de quelle forme de vulnérabilité parle-t-on concrètement dans notre contexte national et on va parler aussi dans la région sous-régionale? Alors, on n'entend pas vulnérabilité climatique d'abord, c'est le degré auquel une population ou un territoire est exposé, est sensible également et incapable de faire face aux effets du changement climatique. Alors, sur le plan national, même dans la sous-région, je peux dire que cette vulnérabilité climatique se traduit de la manière dont les communautés subissent de plein fouet les effets du changement climatique à raison de leur sensibilité, de leur exposition aux inondations, aux sécheresses et surtout de leur faible capacité d'adaptation. Par exemple, quand nous prenons le Bénin, notre pays, nous remarquons que certaines personnes de certaines communautés continuent de résider dans des zones qui sont régulièrement inondées. Absolument. Tandis que d'autres, par exemple au nord, qui font face à des sécheresses plus longues et fréquentes. Absolument. On voit que la vulnérabilité agit de différentes manières, mais les conséquences sont vraiment lourdes. Donc, et en matière de conséquences, qu'est-ce que vous remarquez sur le terrain? Vraiment, nous remarquons l'inondation, l'obstruction des caniveaux qui amène à ce que les déchets envahissent nos maisons. Nous remarquons également nos points d'eau tels que les puits et tout ça là qui sont vraiment pollués et des personnes qui perdent vraiment et qui perdent leur matériel. Il y a des dégâts matériels, même des dégâts humains comme le cas de Cotonou en 2010 justement. Exactement. Et alors, même des maladies. Absolument, oui. Alors, quel lien direct établissez-vous justement entre le changement climatique et enfin les difficultés d'accès à l'eau potable dans certaines zones du pays? Bon, il faut dire que le changement climatique est une réalité. J'aimerais encore répéter cette phrase-là. Le changement climatique est une réalité. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent souvent comment est-ce que le climat peut avoir un impact direct sur les ressources en eau et autres. Mais en fait, c'est à travers plusieurs mécanismes interdépendants. Quand nous prenons le cas de l'inondation, on se rend compte que quand il y a inondation, les points d'eau sont pollués par les déchets, soit par les eaux usées. Absolument. S'il s'agit des sécheresses, on se rend compte que cela affecte directement la disponibilité de l'eau souterraine. Parce que quand les pluies varient, la recharge de la nappe phréatique aussi est influencée. Exactement. Alors, à votre avis, quels sont les freins majeurs qui empêchent encore la pleine résilience des communautés face à ces différents enjeux? Alors, moi, je peux dire que ces freins résident surtout dans l'insuffisance des financements durables, des solutions vraiment qui sont innovantes, notamment en termes de, je vais dire, d'entretien des infrastructures déjà réalisées en milieu rural. On peut également parler comme frein, je dirais, l'appropriation communautaire dans les projets. Oui, pourquoi je le dis? C'est parce qu'il y a certains projets qui ne tiennent pas compte de
l'implication des communautés déjà à la base et même à toutes les étapes. Et donc, quand la communauté n'épouse pas le projet, n'est pas responsabilisée et impliquée, le projet est réellement voué à l'échec. Exactement. Donc, il faut savoir associer les différentes communautés au projet afin qu'on puisse connaître le projet, justement, puisse connaître un véritable succès et une durabilité. Exactement. Alors, sur le volet des solutions, quelle innovation ou approche communautaire semble aujourd'hui les plus efficaces pour améliorer l'accès et l'assainissement? Alors pour moi, l'idéal serait de combiner innovation et approche communautaire. Et parce que c'est ce qui garantit l'atteinte des objectifs. Et là, quand nous parlons d'approche au Bénin, il y a cette approche-là qui est déjà utilisée, on l'appelle la TPC, c'est l'assainissement total piloté par la communauté qui a permis de réduire significativement la défécation à l'air libre en misant plus sur un engagement collectif. Donc, comme innovation, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de forages qui sont mieux protégés contre la pollution et également les inondations. Nous pouvons parler de ces systèmes-là qui sont développés pour recueillir les eaux de pluie et également les valoriser, c'est-à-dire les réutiliser ou bien pour pouvoir compléter l'approvisionnement en période sèche et autres. Donc, il y a également le volet éducation et la mobilisation communautaire comme ces approches communautaires que nous ne devons pas négliger parce que dès que les femmes et les jeunes sont vraiment impliqués et déjà le projet connaît le succès. Mesdames et messieurs, dès que la jeune et les femmes sont impliquées, le projet connaît déjà un véritable succès, si on peut le dire ainsi. Alors dites-nous enfin quel rôle les collectivités locales peuvent-elles concrètement jouer pour accélérer les actions d'adaptation et de sensibilisation dans les différentes communautés? Aujourd'hui, les collectivités locales représentent un point fort parce qu'elles jouent un rôle crucial, surtout dans l'accélération des actions d'adaptation, également de sensibilisation, justement parce que ces collectivités-là assurent, je vais dire, la protection et également des infrastructures déjà installées et peuvent également sensibiliser un grand nombre, sinon toute la communauté, à surveiller, à protéger les ressources et autres. La collectivité est également très rapprochée de la population. Donc, quand on touche les collectivités locales, on agit très rapidement et on garantit une gestion vraiment efficace. Exactement, on disait tout à l'heure, la jeunesse, lorsqu'elle est de plus en plus présente sur ces différentes thématiques, elle peut davantage structurer son implication et son impact. Mais comment véritablement? Il faut dire que la jeunesse est notre pouvoir. Exactement. Oui, et pour répondre à cela, je dirais que c'est en se faisant former. En se faisant former. Dans les technologies WASH. Quand on parle de WASH, c'est ça, ces infrastructures-là vraiment qui sont liées à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. Et à l'ère du numérique, je crois que nous, justement, la jeunesse, nous pouvons réellement jouer un grand rôle en donnant des solutions vraiment innovantes qui peuvent permettre la surveillance en temps réel et même également faire un suivi. D'accord. On a parlé des jeunes, à présent on parle des femmes. Les femmes jouent aussi un rôle central dans la gestion de l'eau, de l'hygiène au quotidien. En fait, comment est-ce que leur leadership peut-il contribuer à la résilience communautaire beaucoup plus solide, hein? Bon, il faut dire que les femmes représentent un pilier majeur et elles assurent surtout la gestion quotidienne de l'eau et de l'hygiène dans leur ménage. Et du coup, leur implication peut-être dans les instances de décision permet également d'adopter des comportements vraiment responsables et surtout d'accélérer une gestion communautaire des infrastructures, autant pour moi. Et non seulement valoriser, sinon promouvoir leur implication, c'est de renforcer la résilience communautaire. D'accord, c'est de renforcer justement la résilience communautaire. Alors, pour un citoyen ordinaire qui nous suit d'ailleurs ce matin, quelles actions simples mais efficaces peuvent être adoptées dès aujourd'hui pour contribuer bien évidemment à la protection de l'eau, à l'assainissement et bien évidemment aussi au climat? Chaque citoyen peut contribuer à la protection de l'eau, du climat et même de l'assainissement en menant quelques petites actions, mais qui sont vraiment simples et efficaces. Okay. Aujourd'hui, nous, en tant que citoyens béninois, nous pouvons déjà choisir de pratiquer c'est pas le lavage des mains.
D'accord, le à lavage de l'eau main. et au À l'eau, savon, au savon, avant d'accord. de manger, même après les toilettes. Absolument. Nous pouvons également choisir les latrines au lieu de déféquer à l'air libre. Nous pouvons également économiser de l'eau. Et là, ce point me touche vraiment parce qu'aujourd'hui, nous remarquons que beaucoup laissent le robinet couler et ça déborde. Pourtant, il y a des communautés très reculées qui peinent même à accéder à une eau de qualité sûre. Absolument, Et là, oui. c'est une question de conscience De et ça conscience. nous appelle tous à veiller à cela. Nous ne pouvons pas parler d'action sans mentionner la réduction tellement la réduction des déchets plastiques qui s'avère vraiment Exactement, important pour ne plus c'est aussi boucher primordial, oui. nos caniveaux et autres. Quoi, c'est ça. Alors, nous sommes bien évidemment dans les dernières minutes de notre entretien de ce matin, Messifa, j'espère. Alors, pour conclure, quel serait votre message, enfin, quel message adressez-vous aux décideurs, aux jeunes ou aux communautés, encore à nos chers amis téléspectateurs qui tentent de s'adapter aux défis du changement climatique dès les prochaines années, bien évidemment? Il faut dire que l'eau et l'assainissement représentent vraiment des piliers fondamentaux pour la santé publique, le développement économique d'un pays et surtout la résilience climatique. Alors, investir dans le WASH, également renforcer la mobilisation communautaire et intégrer les jeunes et les femmes déjà dans les projets à toutes les étapes, c'est choisir la durabilité. Je mentionne souvent la durabilité parce qu'aujourd'hui, nous parlons des ODD et des générations à venir. Ah, exactement. Aux décideurs, j'appelle à vraiment accélérer dans les financements durables et innovants, aux jeunes à s'organiser, à innover, aux communautés à faire sien les projets de développement locaux, parce que nous tous, nous sommes des ambassadeurs et sinon des gardiens pour le bien-être de notre société. Absolument, mesdames et messieurs, la durabilité reste un mot phare de notre entretien de ce matin. Merci beaucoup, Messifa, j'espère, Je vous en prie, pour cet madame. échange aussi riche qu'intéressant. Alors, je rappelle que vous êtes ambassadrice de l'environnement, ingénieur WASH, éco-activiste et aussi beaucoup d'autres titres à la fois. Vous nous rappelez que l'eau, l'assainissement et le climat ne sont pas justement de simples défis techniques, mais des enjeux humains, sociaux, économiques et même civilisationnels. Merci bien évidemment pour votre engagement, votre pédagogie, surtout pour ce choix en tant que jeune femme qui porte haut la résilience de nos communautés. Chers amis téléspectateurs, ça sera tout pour votre rubrique invité de la matinale de ce lundi 29 décembre 2025. Merci de nous avoir suivis. Votre émission La Matinale se poursuit.